Bref, ce que je disais, c'est, comme Cécile l'a introduit, là, c'était il y a 2 semaines, on a eu la chance de pouvoir participer à ce qui est la Humanitarian Network Partnership Week. Donc, c'est la semaine humanitaire où on se rencontre, où on fait du networking, etc. Et puis, c'est des moments, en fait, où on est invité généralement à participer à un panel et pour discuter d'un sujet. Et l'invitation, elle était sur pourquoi est-ce on met en priorité la santé mentale et le soutien psychosocial dans des contextes à ressources limitées? Et la demande était, euh, il faut le rendre concret. C'est-à-dire, il faut choisir un pays, mettre la lumière sur le travail. Comment est-ce qu'on fait quand on travaille, quand on a très très peu de ressources? Et, et je me suis retrouvée à devoir préparer une présentation avec cette sensation de déjà vu, déjà, mais surtout de devoir faire un choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis un pays ou est-ce que je prends un petit peu de recul et je partage comment je vois la situation? Et je suis allée sur l'option 2. Et pourquoi? Parce que j'avais cette sensation qu'une fois de plus, à travers cette présentation, à travers ce panel, on devait justifier pourquoi la santé mentale et le soutien psychosocial devait être une priorité. Et évidemment, en situation d'urgence, les ressources, quand il y en a très très peu, on est contraint, on prend des décisions qui sont difficiles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qu'on peut quitter? Qu'est-ce qu'on garde? Et on aura toujours l'eau, la nourriture, les soins médicaux, les abris, ce qu'on appelle les besoins de base. Mais la santé mentale, est-ce que c'est vraiment vital? Parce que la question, elle est toujours posée. Et, et en écrivant cette présentation, j'ai pensé au public qui était présent et je me suis dit, est-ce que je fais un sondage? Est-ce que je leur demande dans la salle ou en ligne si la santé mentale, ça peut sauver des vies? Et j'ai aussi décidé de ne pas prendre le risque de me retrouver avec des personnes qui me diront, ben non, Euh, parce que ça m'aurait rendu triste, mais surtout parce que peut-être qu'on aurait perdu un petit peu d'intensité dans tout ça. Mais l'idée, c'était de se dire, ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur poser une question autrement. Je vais leur demander, à la fin de cette présentation, pas seulement la mienne, mais tous mes collègues qui étaient assis le long de cette table, est-ce qu'on vous a convaincu que la santé mentale et le soutien psychosocial, elle est au cœur de la réponse humanitaire, même dans un contexte où les ressources sont limitées? Et j'ai appris, en retournant à l'université, que pour présenter un argument, il faut présenter le contre-argument. Donc, je vais commencer par celui contre l'idée que la santé mentale et l'appui psychosocial, le soutien psychosocial sauvent des vies. Et c'est simple. En situation de crise, il faut survivre. Et pour survivre, il faut de la nourriture, il faut de l'eau potable, il faut des soins, il faut un toit sur la tête, indéniable. Quand quelqu'un saigne, on ne lui propose pas une thérapie pour soigner l'hémorragie. C'est évident. Et là, je me suis dit, ok, très bien. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Un exemple d'une jeune fille. Elle est enceinte, c'est son premier enfant. Son partenaire la quitte. Ses parents refusent de la soutenir. Elle donne naissance à une fille en plus. Et puis là, elle se retrouve stigmatisée, isolée, détresse émotionnelle. Et là, j'avais bien envie qu'il se pose la question de est-ce qu'elle va pouvoir nourrir, s'occuper de son enfant, développer un lien, si personne va faire attention à elle? Parce qu'on peut lui donner à manger. Ça ne signifie pas pour autant qu'elle aura la force mentale, la force émotionnelle de pouvoir s'occuper de son enfant. Et là où c'est central, c'est qu'on ne parle pas d'une hypothèse. On parle de jeunes filles que vous rencontrez dans votre quotidien, dans notre travail de tous les jours. Elle est réelle. Et c'est pas seulement une, c'est des milliers de mères, c'est des communautés entières. Et et la détresse psychologique, c'est de démontrer qu'elle touche pas que les individus, elle se propage. Elle affecte les familles, elle affecte les communautés, mais elle affecte aussi finalement tous les efforts qu'on peut mettre en place avec ses besoins de base, par exemple. Donc c'est là où je crois qu'il faut qu'on soit clair. Oui, les crises de santé mentale, elles peuvent être fatales, parce que c'est un stress constant. C'est être confronté à des événements traumatiques, à des troubles psychosociaux, et ils provoquent pas que une souffrance, ils vont nous conduire à des situations qui sont parfois potentiellement mortelles. Une personne en détresse, eh ben, elle est plus susceptible de faire des choix ou de mal s'adapter, à avoir des comportements à risque. Elle va altérer, la détresse, elle altère notre capacité à prendre des décisions et aussi faire qu'on va moins demander de l'aide. Alors évidemment, comment est-ce que je vais faire quand je suis dans une situation où je dois chercher de la nourriture, où je dois prendre une décision très très rapide? Comment est-ce que je sauve ma famille? Comment est-ce que je fuis un danger imminent? Ben, si mes ressources émotionnelles, cognitives, elles sont un peu embrumées, elles sont à bout, ben, mes choix, ils peuvent devenir dangereux, et pas que pour moi, hein, pour ma famille, pour ma communauté même. Ça fait 20 ans, même beaucoup plus, mais qu'on amène des preuves.
qu'on démontre que l'intégration de la santé mentale et l'appui psychosocial dans les situations d'urgence, elle améliore les résultats, elle améliore tout ce qu'on fait. Elle va réduire la dépendance à l'aide, pas à l'aide financière, juste à l'aide des personnes autour. Quand je me sens plus fort, quand je me sens agent, je suis plus résilient et j'arrive à mettre en place des choses pour mon propre bien-être et des mécanismes positifs pour moi-même. Et bien pourtant, encore une fois, à ce panel, on devait justifier le pourquoi. Dans les dernières semaines, avec les coupes budgétaires, ils ont frappé nos programmes au Yémen, ils ont frappé nos programmes en Irak, au Soudan du Sud, en Afghanistan, au Bangladesh, au Nigeria, en RDC, au Venezuela, en Haïti, et la liste est tellement longue. Et mes équipes de santé mentale, elles ont reçu la même question. Pourquoi est-ce qu'on doit prioriser la santé mentale? C'est pas un service supplémentaire? Et pourtant, nos lignes directrices du IASC en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, elles sont limpides, c'est-à-dire très très claires. C'est pas un luxe. On est intégré dans tous les secteurs et oui, on est prioritaire. Face à cette crise, comment est-ce qu'on a fait pour réagir? Eh bien, on est allé avec des exemples concrets en expliquant à nos collègues que les travailleurs de première ligne, les personnes qui vont être en contact avec ces familles, avec ces enfants, ils vont devoir leur communiquer, mais leur communiquer avec des vraies compétences de communication. Qu'est-ce qui se passe pour vous, famille, enfants, communauté, quand il n'y aura plus de service? Dans un service de nutrition, un soutien à des mères en détresse, une détresse sévère, une dépression postpartum par exemple, si on n'apporte pas un soutien maintenant, tout de suite, c'est ce qui va faire la différence si l'enfant il était sous-nutri et qui va survivre, puis celui qui va mourir. C'est ça, sauver des vies. Avec des collègues qui travaillent en santé, en protection de l'enfance, on s'est assuré que tous les enfants qui pouvaient avoir des pensées suicidaires, ils continuent à recevoir un soutien. Mais pas un soutien qui va juger, un vrai soutien. Pas celui qui stigmatise. Et ça, c'est vital. Et encore une fois, c'est pas une théorie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et chaque fois qu'on a des coupes dans les financements en santé mentale et en soutien psychosocial, on augmente la pression sur les autres services. Et c'est ça qui est fondamental aussi. Les services de protection de l'enfance, les services de santé, les services de nutrition, les services de WASH, tout ça, ils doivent absorber aussi ce qui se passe. Et, et un des points fondamentaux, c'est que la détresse, elle ne disparaît pas quand on regarde de l'autre côté. Elle est toujours là. Et elle est toujours là et elle continue à se manifester sur les taux de malnutrition, dans le complet non-respect des droits des enfants, mais aussi dans des fractures sociales. Et parce qu'on est Save the Children, parce que je représente aujourd'hui Save the Children, parlons-en. Si on n'intervient pas maintenant, les crises, elles façonnent pas seulement leur présent, elles vont modeler tout leur avenir. Les enfants qui sont exposés maintenant à des situations traumatiques, maintenant, c'est-à-dire en ce moment, sans un accès à un soutien psychosocial, et ils vont non seulement souffrir maintenant sur le moment, mais ça va s'inscrire dans la durée, sur des perturbations beaucoup plus durables, sur leur capacité à se connecter avec d'autres enfants, sur leur capacité à grandir, sur leur développement émotionnel en général. Ce qu'on ne donne pas à des enfants en termes de soutien psychosocial, de soutien de leur santé mentale, dans des contextes sous prétexte qu'on n'a pas de ressources, ben, en gros, on n'est pas juste en train de les abandonner maintenant, on est en train de les abandonner sur des décennies. Et j'entends aussi, oui, mais le soutien émotionnel, mais c'est pas que ça. Il y a des enfants avec des handicaps intellectuels, psychosociaux, qui sont laissés dans les institutions. Leurs parents, ils vont fuir et ils vont pas les emmener avec eux. Ils vont pas sentir qu'ils vont pouvoir se sentir capables de s'occuper de leurs enfants et de les emmener avec eux. De manière concrète, un enfant qui grandit avec des troubles épileptiques, s'il n'a pas accès à des soins médicamenteux, ben cet enfant, ben peut-être qu'il ne va pas survivre. Sans soins appropriés, certains enfants ne survivront pas. Et je pense que peut-être certaines personnes devraient l'entendre encore une fois. Au cœur de l'action humanitaire, il y a des principes. Il y a des principes d'humanité, d'égalité, du respect de la dignité. Et quand on retire la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est pas seulement notre approche ne pas nuire qu'on atteint. On est on ne donne pas juste à manger aux gens, on ne les nourrit pas, on les aide à reconstruire leur vie. On n'est pas à construire ou mettre un toit. On veut s'assurer que sous ce toit, ils se sentent en sécurité. On n'est pas là juste pour maintenir en vie. On veut que nos amis, les gens qu'on aime, les bénéficiaires de nos programmes, on veut qu'ils continuent à vivre. La santé mentale et le soutien psychosocial, c'est ce qui nous permet de nous stabiliser. C'est ce qui permet de reprendre contrôle, d'apprendre à se protéger, de protéger sa famille. Et quand on n'y arrive pas, de savoir où demander de l'aide. Parce que ça s'apprend aussi. Et avec ça, on réduit la dépendance et on devient plus fort. Alors si ça, c'est pas sauver des vies, je ne sais pas ce que c'est.
Parce que sauver des vies, c'est s'occuper d'une personne dans son entièreté n'est pas français. Une personne entière, telle le corps et l'esprit. Et de fait, et pour cela, la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est pas une option. Elle est essentielle. Merci beaucoup.